Bonjour à tous sur Bismart, émission spéciale aux victoires du capital humain. On va se focaliser dans cette émission sur la transparence salariale. Un choc culturel ou pas, un choix vertueux aussi peut-être pour certaines entreprises. Je vais en parler avec deux spécialistes. François Dillman, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur épargne groupe chez Malakoff Humanis. On ne va pas présenter Malakoff Humanis, tout le monde connaît. Et à côté de vous, Philippe Ancard, bonjour. Bonjour. Alors, l'intitulé du poste, il est long. Directeur offre transformation et transition professionnelle chez Sémaphore, donc un cabinet de conseil RH et un petit peu plus que ça également, c'est ça? Tout à fait. Nous sommes un cabinet de conseil en ressources humaines et nous travaillons beaucoup sur les transformations d'entreprises. Et la directive de transparence sur les rémunérations est une transformation. C'est un des gros dossiers sur la table. Là, selon le calendrier qui est prévu, la directive européenne est transposée dans le droit français au plus tard, donc le 7 juin 2026. Première question pour vous. En tant qu'entreprise française, pourquoi attendre juin? Pourquoi ne pas essayer d'aller dessus tout de suite? Alors, les entreprises qui attendent risquent d'être un peu dans l'urgence et on fait le reproche aux entreprises françaises d'être en retard. Toutes ne le sont pas, mais en effet, il reste 6 mois et il va falloir se dépêcher un petit peu maintenant. Et en réalité, oui, le calendrier, c'est en juin, mais François Dillman, en fait, en réalité, pour les gens qui travaillent dessus, les services RH ou les services paye, la transparence, c'est dès maintenant qu'on travaille dessus. C'est dès maintenant, elles sont déjà dessus effectivement. Et puis surtout, beaucoup d'entreprises l'avaient déjà fait. Je vais prendre l'exemple du groupe Malakoff Humanis dont vous parlez, enfin chez qui je travaille, qui pour le coup, cette transparence existe déjà. Il y a un gros travail qui est fait depuis de nombreuses années sur notamment l'égalité homme-femme. Et cette directive en parle. Si vous avez un écart de 5% entre des postes équivalents ou hommes-femmes, effectivement, il y a une explication à donner Le justifier. auprès des salariés. C'est quelque chose qu'on a fait et en plus de l'explication, on est venu corriger ces disparités déjà. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un visuel, une vision du nombre d'entreprises, de la proportion d'entreprises en France qui sont déjà plus ou moins raccord, ou en tout cas qui seront dans les temps en juin, et celles qui sont plus en difficulté? Est-ce qu'on a moyen de savoir à peu près où on en est? Alors, je ne pense pas parce que c'est très lié à l'entreprise. En revanche, dans un monde où on est beaucoup axé sur le RSE, l'égalité homme-femme, l'égalité professionnelle existait déjà. Donc je pense que beaucoup de grands groupes sont déjà sur le sujet, se sont déjà posé les questions. Beaucoup de belles entreprises ETI et d'entreprises RSE vertueuses sont déjà au carré. Mais il y en a quand même beaucoup pour le coup où ce n'est pas le cas. Alors la transparence salariale, c'est aussi un peu de fantasme. Par exemple, connaître le salaire du collègue à côté. J'ai envie de vous demander, monsieur Ancard, la transparence salariale, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que ce n'est pas? Alors la transparence salariale, c'est un droit à l'information pour chaque salarié de pouvoir connaître dans sa catégorie d'emploi la rémunération moyenne Sur le poste. sur le poste, hommes et femmes. C'est ça la directive. Ce n'est pas une loi ou une fête pour connaître les salaires Du voisin de bureau. du voisin. Néanmoins, la directive précise que les contrats de travail ne pourront pas empêcher les salariés de divulguer leur rémunération. Donc, en effet, C'est humain. la directive ouvre quand même une certaine transparence, mais on ne va pas divulguer les salaires En individuels. tout cas, ce n'est pas l'entreprise qui sera obligée de le faire. Exactement. Au niveau des motivations, de la philosophie, vous aviez commencé à en parler. Essayer de tendre vers l'égalité salariale femmes-hommes. Dans quelle mesure la directive peut vraiment être efficace pour aller dans cette direction-là? Elle s'appliquera de manière obligatoire, donc ça va générer automatiquement de l'efficacité. Mais chez nous, ce sera une continuité, c'est-à-dire qu'on l'a fait à notre manière. Et notamment, on a lancé, dans le cadre de nos nouvelles marques, un programme qui s'appelle Parlons Clair. Donc Parlons Clair, c'était au départ s'adresser à nos clients et aux utilisateurs de nos produits assurés et ou épargnants des contrats, des documents lisibles et compréhensibles. Mais on a décidé de l'appliquer en interne aussi, c'est-à-dire d'expliquer à l'ensemble des salariés comment fonctionne la rémunération, ce que propose l'entreprise. Donc c'est en ça que la rémunération a été expliquée et qu'on est déjà dans le sujet. En revanche, est-ce qu'on s'est mis des fourchettes et des barrières qui sont celles de la réglementation à venir? J'en sais rien, on aura peut-être à s'aligner, mais le mouvement était déjà lancé chez Malakoff Humanis. Monsieur Ancard,
Petite question, imaginons, je suis le patron d'une entreprise qui n'est pas du tout raccord, qui n'est pas du tout dans les temps, qui a beaucoup de travail en euphémisant pour être raccord avec la directive. Vous seriez le conseil, enfin quelqu'un de sémaphore viendrait faire un audit de cette entreprise. Quelles seraient les premières choses, les premiers conseils pour une entreprise qui n'est pas dans les clous? Par quoi on commence? On commence par auditer les rémunérations et regarder quel est le système de rémunération qui est en place dans l'entreprise. Il y a deux options, soit une convention collective applicable et appliquée à la lettre, et appliquée à la lettre ou pas, en tout cas s'il y a des écarts il faudra les justifier, soit un système de classification interne que l'entreprise doit aussi justifier. Donc la première chose à faire, c'est de faire cet audit. Ensuite, on crée ce qu'on appelle une base de données salariales, c'est-à-dire la fameuse rémunération moyenne annuelle homme-femme. Pour inclure au-delà du pur salaire? Pour un poste donné, c'est-à-dire un emploi réputé de valeur équivalente. Une fois que vous avez fait ça, vous avez des écarts. Comme l'a dit François, ils ne doivent pas dépasser plus ou moins 5%. S'ils dépassent, à ce moment-là, on utilise les critères de la directive pour justifier. Et l'entreprise devra justifier. Et le conseil que nous donnons, c'est que s'il y avait des écarts importants, il est nécessaire de les corriger et l'entreprise aura jusqu'au 7 juin pour les corriger, voire après. Mais en tout cas, on pourra lui demander de les justifier à partir du 7 juin. Au niveau des justifications, d'ailleurs, ça peut être quoi? Parce qu'il y a des éléments qui paraissent très tangibles. Les résultats, par exemple, un commercial fait tant de chiffre d'affaires, mais tous les résultats ne sont pas quantifiables avec des chiffres. Donc comment on fait quand ce n'est pas chiffrable? Vous prenez un exemple extrêmement tangible, celui du commercial, mais la directive le précise de manière très claire. Ce qui peut être posé comme axe de différenciation, vous avez l'ancienneté, vous avez l'ancienneté du poste, il y a pas mal de sujets, le diplôme aussi est quelque chose qui rentre en ligne de compte, et vous avez des choses qui sont illicites, sur lesquelles on ne pourrait pas se baser. En tout cas, la directive le précise, et encore une fois, l'entreprise, on ne lui demande pas d'aligner la totalité des salaires, ce qui ne serait pas faisable, on lui demande de faire un constat et d'être transparente vis-à-vis des salariés qui le demanderaient, et en plus elle a un délai dans cette directive pour répondre aux salariés qui le demanderaient, pour qu'il voit comment il se situe lui, en plus ou moins 5%. Et on ne lui demandera pas du coup de remonter le salaire de cette personne si c'était sa problématique, on lui dira il faut le lui justifier par des critères objectifs licites ou attention aux critères illicites qui ne seraient pas prévus. Mais encore une fois, c'est rappelé dans la circulaire. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des augmentations qui vont devoir être consenties pour les personnes qui sont moins payées à valeur de travail ou niveau de responsabilité égale. On pense pas mal aux femmes. Est-ce qu'il y a un risque, parce que beaucoup d'entreprises y pensent, est-ce qu'il y a un risque d'explosion de la masse salariale à cause de la directive ou pas? Il y a un risque d'inflation salariale pour les entreprises qui ne sont pas vertueuses, qui auraient basé la différence de salaire sur une différence de genre. Pour les entreprises, et François l'a rappelé, qui ne font pas cela, la directive va surtout introduire un travail, entraîner un travail de justification, de documentation. Donc vous parliez des critères, il y en a aujourd'hui 4 qui sont les compétences, les responsabilités, l'effort au travail et les conditions de travail. Donc ces 4 critères vont déjà pouvoir permettre à l'entreprise de justifier pourquoi elle a rémunéré plus un homme qu'une femme. Là, on voit par exemple le risque de l'inflation salariale. Malgré tout, François Dillmann, même en cas d'inflation salariale, l'entreprise a à y gagner en fait un réajustement parce qu'il y a des bénéfices entre guillemets non financiers derrière. Quels sont-ils? Bien sûr, mais c'est le sentiment d'appartenance et d'adhésion à une politique transparente. Je pense que dans l'énorme majorité des cas, ça va faire beaucoup de bien à la marque employeur et à la politique sociale de l'entreprise. Et c'est attendu par tout le monde. Et on le voit aujourd'hui, les entreprises les plus en avant sur ce sujet ont plus de facilité à attirer des talents que les autres. Ou à ne pas en perdre. Ou à ne pas en voir partir aussi. Et ne souhaitent pas en perdre. Et on était sur un plateau tout à l'heure avec des DRH qui expliquaient justement que quand on n'était pas transparent sur la rémunération qu'on allait proposer dans un poste lors d'un entretien d'embauche, eh bien c'était suspect et un candidat pouvait dire c'est à la tête du client. Donc
la DRH rappelait qu'il était qu'on appelle un red impératif flag. dans une annonce ou dans une embauche de préciser la fourchette proposée qui rentrait dans un cadre, sinon ça rendait l'annonce... Philippe Ancard, là on met le doigt sur un point qui est avant la politique salariale, c'est la politique de recrutement et la transparence des salaires, ça commence déjà par la transparence dans les offres d'emploi. Tout à fait. Les offres d'emploi devront contenir soit la rémunération proposée, soit une fourchette de rémunération. Et lors du recrutement, il sera dorénavant interdit de demander l'historique de salaire, c'est-à-dire la Combien vous rémunération touchiez avant? de l'emploi précédent. Exactement. Et ça, à mon sens, ça va éviter, et c'est dans le préambule de cette directive, ce qu'on appelle les biais de négociation, c'est-à-dire une minoration de l'offre de salaire proposée par le nouvel employeur basée sur le montant perçu Dans l'ancien poste et l'ancienne entreprise. Et ça pèse encore plus en défaveur des femmes dans les études sociales qui sont menées. Donc en effet, la directive, elle va avoir un caractère vertueux bien avant le droit à l'information. Une dernière question pour finir, et je vais vous la poser à tous les deux. Dans 30 ans, même peut-être dans 20 ans, est-ce que quand on regardera en arrière, on se dira comment on a fait pour vivre sans la directive? Est-ce que vous pensez qu'on se demandera comment on a pu supporter l'opacité sur les politiques salariales pendant si longtemps? Alors je pense que même avant 30 ans, on peut se la poser aujourd'hui, cette question, hein. Je vois comment notre groupe évolue là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, sur l'ensemble des salariés à la même fonction, il vous dirait j'aurais du mal à partir dans un groupe où je ne sais absolument pas où je me situe, ni si je suis en égalité homme-femme. Alors juste avant, j'ai juste parlé d'un point complémentaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout ce qui est rémunération collective. Elle existe aussi, tout ce qui est périphérique de rémunération, épargne salariale, épargne retraite, actionnariat salarié. Donc il faut aussi valoriser dans la transparence le revenu individuel qui peut générer des disparités, mais vous avez quand même un socle qui peut aller chercher plus de 20% de la rémunération. De valeur aussi voilà. collectif. Et tout ça, c'est à présenter et à valoriser dans l'entreprise aussi. Un dernier mot, Philippe Ancard, par rapport à ça, d'ici 20-30 ans, on se dira qu'en fait c'était tellement normal d'avoir cette transparence? Je pense que d'ici 20-30 ans, on se dira en effet que nous avons mis du temps et que c'est aujourd'hui vertueux d'avoir une équité dans les rémunérations et une égalité pour un même poste entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup messieurs. François Dillman, je le rappelle, directeur épargne groupe chez Malakoff Humanis, et Philippe Ancard, directeur offre, transformation et transition professionnelle chez Sémaphore. Merci à vous, Merci. À bientôt sur l'antenne de Merci pour votre accueil. L'émission spéciale aux Victoires du Capital Humain, c'est terminé. On se retrouve très prochainement sur Bismart, dans nos locaux, dans nos studios, avec nos présentateurs habituels. À très bientôt.